Depuis 1998, Régis Belleville découvre le métier de chamelier auprès des nomades du Sahara. Là-bas, on l'a surnommé le chamelier blanc. Il a appris la navigation dans le désert comme d'autres apprennent l'océan ou la montagne. Dans le Sahara, il est heureux, mais il y souffre aussi. En 2002, il a réalisé une méharée historique sans aucun point d'eau. 49 jours pour rallier à pied les cités mythiques de Chinguetti et Tombouctou. Depuis, le désert ne quitte plus ses pensées. Ouais, moi je vais partir, tu vois la ligne là ? Oui, c'est ça. Ouais. Cette fois, Régis Belleville décide de traverser le Sahara dans sa plus grande longueur, de l'océan Atlantique à la mer Rouge, avec la compagnie de ses seuls chameaux, en suivant le 20e parallèle d'ouest en est. L'idée semble insensée, mais Régis, durant des mois, s'est préparé au grand départ. Dernier préparatif à Nouakchott, en Mauritanie. Lorsqu'il se lance dans cette traversée solitaire où le combat contre la soif, les privations et la solitude seront son quotidien, Marine Lefebvre l'accompagne dans ses premiers jours de marche. Pour la suite de son périple, il se filmera avec une petite caméra et Marine, avec une équipe, le rejoindra pour de courtes périodes afin de raconter son aventure. Le Sahara, le plus vaste désert chaud du monde, sépare le continent africain en deux. D'une superficie de plus de 8 millions de kilomètres carrés, il s'étend d'ouest en est sur une distance de 6000 kilomètres. Régis décide de le traverser dans sa plus grande longueur en suivant une ligne droite dans sa partie la plus aride, le 20e parallèle. La position GPS c'est 19, 59, 59, 8. Donc on est sur le 20e parallèle quasiment, à 3 mètres près. D'un côté, à l'ouest c'est l'océan, une immensité, de l'autre côté c'est le désert. Et là, ça y est, c'est parti. Il me reste 6000 km à faire. La survie va dépendre uniquement des efforts quotidiens pour la mériter. Si tout va bien maintenant, le prochain horizon bleu, ça sera la mer Rouge dans 6000 km. Régis part de la côte atlantique en Mauritanie pour arriver à la mer Rouge, au niveau du Soudan. Plus la ligne sera droite, plus vite il arrivera. Il sait qu'il lui faudra sortir le plus rapidement possible de ce qui risque d'être un enfer. En choisissant ce 20e parallèle, il passe loin de tous les puits, de tous les villages, sans jamais emprunter une piste caravanière. Il est donc obligé de prévoir une autonomie de 850 km en eau et en nourriture. Il lui faut absolument terminer avant avril, après il fera trop chaud pour continuer. Alors, je vous présente mon premier copain. J'espère que ça ira, qu'on s'entendra bien. On va effectuer les 380 premiers kilomètres ensemble. Ah ouh. On a une drôle de tête quand même, regarde. Regarde. Tu vois ta tête, regarde. Une sale tête, moi aussi. On est deux dromadaires. On va bien s'entendre tous les deux. Pourquoi le désert ? Parce que c'est un milieu que je connais bien. Il y a des gros enjeux de survie par rapport à l'eau, par rapport à la chaleur. On est dépendant complètement de nos chameaux. Seul un homme ne peut pas traverser le désert. C'est un milieu minéral, j'adore le minéral. J'ai besoin de me retrouver face à l'élémentaire, face à avancer pour pas mourir, à me nourrir, à dormir. Et toujours avancer, toujours. Je suis juste en face de moi, juste en face de mes capacités, de mes possibilités, de mes faiblesses, de mes forces.
tellement chaud que je dois être à peu près à 6 litres, 7 litres d'eau par jour, plus peut-être 1 litre pour la nourriture. Mais c'est pas le rythme qu'il faudra par la suite, quoi. Et là il fait trop chaud, ça monte à 42, 43 degrés la journée. Et la nuit ça refroidit pas. Donc je perds beaucoup d'eau par transpiration encore maintenant. En plus ça fait que 4-5 jours que je marche. Donc il faut que le corps s'habitue, il faudra à peu près 15 jours pour descendre à un rythme de 4 litres. J'ai emmené que 100 litres d'eau. Mais le prochain forage dans 2 jours. Mais il doit me rester peut-être 15 litres d'eau. Donc 15 litres, il faudra tenir 2 jours. Faut pas qu'il y ait d'imprévu, quoi. Alors là, je suis au départ, là. Et donc, je déplie jamais la carte en entier pour pas prendre peur. Quand je vois ce qu'il reste encore à faire, c'est mieux comme ça pour le moral. Régis voulait atteindre un autre forage un peu plus loin, mais ses chameaux sont assoiffés. Avec leurs efforts quotidiens et l'extrême chaleur, ils ont besoin de boire plus régulièrement. Il a fallu qu'il dévie sa route. Il s'est écarté du 20e parallèle, mais a rempli à nouveau ses bidons d'eau. Le jour, il avance en se repérant sur l'alignement des dunes. Toute l'année, il y a un vent dominant qui vient du nord-est. Régis marche avec un angle d'environ 5 degrés par rapport à cet axe. J'aime bien découvrir la surprise de la position GPS. Et là, je m'aperçois que j'ai pas bien avancé vraiment droit. 15,53. Donc en fait, on se situe à peu près ici. Voilà une des raisons pour lesquelles je suis dans le désert. Pour ça, parce que les sites néolithiques m'intéressent. C'est cette magie du désert, cette magie du livre ouvert, sans sédimentation, qui permet de trouver comme ça en surface des objets qui ont des milliers d'années. Ici, il n'y a que le sable, il n'y a rien qui se dépose. Le sable ne fait que passer avec le vent. Donc ça permet d'avoir des substrats, enfin des couches très anciennes qui affleurent comme ça. C'est des zones qui ont été très peu explorées, très peu traversées par les hommes, et il y a énormément d'observations à faire, donc du débroussaillage scientifique. Prendre des relevés, prendre des notes, faire des observations, faire quelques prélèvements de sable pour un labo à Toulouse qui travaille sur les actinomycètes, des bactéries extrémophiles. L'avantage de ces bactéries, c'est que ça peut produire en fait les nouvelles molécules qui seront utilisées dans les médicaments de demain. J'essaye de me persuader que c'est la raison pour laquelle je marche, d'aller au bout de moi-même pour ramener quelques échantillons, quelques grammes de sable. Ça me motive en tout cas. Le désert, c'est ça. Il faut se pencher pour le regarder, s'approcher des choses pour les observer. On ne peut pas observer le désert de loin. Il faut s'immerger, complètement s'immerger. Mais c'est vrai que la solitude, ça sera un combat. Là, ça fait quelques jours, là, c'est pas important, mais je pense que dans 2-3 mois, ça sera important. Ce sera important. Elle va prendre beaucoup de place et je risque de lutter énormément contre la solitude. La soif plus la solitude, ça risque de faire un mélange assez éprouvant. Dans le désert, on peut approcher la folie. Lorsqu'on atteint un seuil critique de déshydratation, un phénomène de confusion mentale se produit. Les sens sont troublés, l'ouïe, l'odorat, la vue. On ne se rend plus compte du temps qui défile et l'on perd alors la notion essentielle de vie et de survie. Régis a un truc. Lorsqu'il n'est pas sûr d'être vraiment en forme, il se sert de la trotteuse de sa montre. Elle reste un repère pour savoir s'il conserve la notion du temps qui s'écoule. Il essaye de compter 1 minute dans sa tête et vérifie que l'aiguille a bien fait une rotation complète. S'il arrive encore à se concentrer pendant 1 minute, c'est que tout va bien.
Commence à avoir de la barbe. Puis j'ai pas de cerveau de toute façon. C'est pas mal en fait une caméra. Ça remplace le miroir. C'est pas mal. Je suis pas lavé depuis longtemps. Pour 15 jours. C'est pas grave. J'ai la santé, ça c'est l'essentiel. Je vais décrire mon vaisseau. Alors là vous avez sac photo, vidéo, derrière le sac à bagages. Ça c'est le sac technique. Et de l'autre côté, c'est la bouffe. Voilà. Avec un chameau on peut être autonome en fait. Les deux autres pour la flotte. J'ai hâte de trouver un coin avec des acacias pour les chameaux. J'ai encore bouffé mon plat de riz avec la graisse, le beurre, ils appellent ça le beurre ici les Touaregs. Et puis je vais me coucher. Et demain, ce sera un autre jour. Ndikupembesani mulungu wanga dzanja 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 ndikupembesani mulungu wanga dzanja 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 la mbuye limandikodola inotaika. Il lui a fallu 2 mois et 1 semaine pour arriver à Tombouctou. Après 1800 km de solitude, il retrouve une ville. Voilà, ça c'est une selle. Oui. C'est une selle comme ça. Ouais. C'est une selle comme ça qu'il faut pour vous. Voilà, mais avec le cuir tout remplacé. Explique-lui qu'il faut juste remettre de la paille dedans pour la gonfler. Ouais. No damara haidika no damir. Il va profiter de cette escale pour réparer ou changer le matériel. Il doit remplacer sa selle mauritanienne par une selle touareg. Voilà. Il cherche à se fondre dans le paysage en épousant les coutumes locales. Ça fait 2 jours que Régis se repose à Tombouctou et cette inaction commence à lui peser. Il est impatient de repartir. C'est-à-dire chacun a son comportement vestimentaire. Bien sûr, mais quand tu arrives en ville avec des habits comme On ça, sent que tu as quitté la brousse. là, tu sens surtout que tu es pauvre. Ouais. C'est surtout ça. Ouais. Si t'as pas le beau boubou, ici Ouais. c'est que tu es pauvre. Ouais. Tu peux me les faire mais un peu plus courtes. Ouais. Juste un petit peu plus courtes. Ouais. Et donc tu vois sans les dessins là. Tous les dessins là, ça me sert à rien ça. D'accord, je ne mettrai pas la dessin. Ça c'est bien. Exactement la longueur qu'il faut. On va faire du thé. Tout à l'heure, je prendrai le thé, tout à l'heure. Quand on traverse le Sahara, on peut passer d'un pays à un autre sans voir de frontières, sans rencontrer un poste de police ou une douane. Mais l'inconvénient de venir en ville, c'est qu'ici, tout se sait, tout se raconte. Régis a eu la visite des renseignements généraux et de la gendarmerie. Témoin d'un trafic illégal au nord de Tombouctou, il est menacé de représailles. Pour assurer sa sécurité, les gendarmes lui demandent de suivre la route jusqu'à Gao, un sacré crochet par le sud. Dès qu'il le pourra, il remontera sur le 20e parallèle, loin des puits, loin des hommes. Mais là, je veux m'enfuir de cette ville.
J'ai vu qu'il avait peur, il a peur de tout le monde, mais il est très peureux ce chameau, très très peureux. Que ce n'est pas tellement dressé pour les selles, mais c'est juste pour les voyages, pour les selles, les barres des selles. Tu n'as pas à faire descendre son pied là, quand tu as fait exprès. Ouais, je le laisse attacher pour l'instant. C'est toujours un moment un peu délicat, un départ. Parce qu'il faut toujours penser à tout, évidemment, c'est pas dans le désert, quoi. Il y aura une boutique pour acheter un morceau de corde ou un morceau de cuir ou un paquet de nouilles. Donc il faut penser à tout, emmener tout. Et là, je pars pour une autonomie d'environ 35 jours. 35 jours jusqu'à la frontière nigérienne. Yallah. Bon voyage. Ok, merci. Ça va, bon voyage. En Tombouctou toujours. Je suis D'accord, frère de Baba. pas de problème. Je viendrai te rendre visite Pas commencé. si je reviens à Tombouctou. Je regarde l'ombre des dromadaires. Et en regardant l'ombre, en fait, j'ai pas à me retourner complètement ni à les voir tous. Ça me permet de voir si les bagages sont toujours bien en place, si j'ai pas perdu un chameau. Mais là, c'est vrai que je me tourne toutes les 3 minutes presque. Ça fait quoi? Ça fait 1 kilomètre qu'on commence à faire connaissance. Il faut qu'ils s'habituent à moi, il faut qu'ils aient confiance. Surtout moi que j'ai confiance en eux. Et c'est un moment aussi excitant, quoi, parce que c'est 3 nouveaux compagnons de route. Et eux ne savent pas ce qui les attend. Moi non plus, mais je sais que je vais essayer de les garder le plus longtemps possible. Je les laisse se débrouiller pour se nourrir. Je leur amène pas, si tu veux, un plateau repas chaque soir. Donc ils se débrouillent, ils se nourrissent. Et ça évite qu'ils s'éloignent. Ou théoriquement qu'ils se mettent à courir. Parce qu'il est clair qu'ils vont souffrir, quoi. Je vais pas leur donner à boire comme ils ont eu l'habitude d'avoir à boire. Ils vont souffrir de la soif. Comme moi d'ailleurs. Regarde, ils sont pas l'air heureux comme ça. Tu vois, ils mangent tranquillement, sans nervosité. En voulant faire cette traversée, j'étais persuadé d'être dans une solitude totale et d'avoir à lutter contre cette solitude. Et j'ai pas arrêté de rencontrer du monde, quoi. J'ai rencontré beaucoup plus de monde que j'avais envisagé. Je me suis encore pas réellement senti seul. Vraiment seul. En fait, c'est une région, le problème, c'est que les autorités sur le 20e parallèle n'ont aucun pouvoir. C'est un secteur uniquement contrôlé par la contrebande, ceux qui font la loi. Donc le trafic se fait surtout nord-sud. Et moi, je traverse toutes ces pistes de trafiquants en ayant pris la direction ouest-est. Il fallait que je m'arme. Donc je suis parti avec un pistolet à 9 mm, acheté au Front Polisario, évidemment une arme de contrebande, mais j'avais l'impression que ça allait me rassurer. 3 fois, j'ai été sur le point de m'en servir. Et je pense que je l'aurais fait. C'est-à-dire, le problème avec une arme, tu te sens fort. Tu te sens fort et tu négocies plus, quoi. Et en fait, l'arme, je l'ai enterrée dans le désert. Je m'en suis séparé en préférant maintenant la négociation. Mais j'ai eu peur. J'ai eu peur de moi. Tu vois, là où je me sens vraiment tranquille et en paix, quand je marche des jours et des jours, que je vois pas une trace de voiture, pas une trace de 4x4, pas une trace de troupeau, et du sable, que du sable. Et là, je me sens vraiment en sécurité, quoi. Depuis le départ, Régis s'efforce de progresser d'environ 35 km par jour en fonction du terrain. Parfois, il en fait plus de 50. Et j'ai un souvenir, c'était une journée où j'en avais bavé, et je m'arrête, et je m'approche près d'un buisson. Et sur ce buisson, il y avait des centaines de papillons. Et c'était tellement beau à voir.
ces papillons qui sont envolés à mon approche que je me suis dit, putain, c'était un petit côté paradis. Et je me suis dit, finalement, non, la vie, elle est possible encore ici, quoi. C'était idyllique, cet arbre rempli de papillons. Et du coup, ça m'a fait passer la rancœur de la journée. Et j'ai trouvé le bivouac magnifique. Allez. 85e jour de marche. Environ 3500 km, pas en ligne droite, malheureusement. Donc il m'en reste facilement le double. Et je vais vous présenter ma dernière acquisition, Azaref, qui est mon nouveau chameau, 11e chameau. Un grand chameau touareg, Azaref. Tu sais que t'es le plus beau chameau que j'ai eu. Je dis pas ça pour te faire plaisir, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu causes? J'aime bien quand il y a le silence. Je crois que je suis seul dans le désert. Il y a les chameaux. Si je te pose la caméra sur la tête. Attends, viens. Aïe, putain. Pauvre caméra. Voilà l'eau que je bois depuis 5 jours. Alors c'est de l'eau qui a été tirée d'un puits dont les parois étaient en branchage. J'espère pas attraper d'amibes. Mais des fois il n'y a pas le choix. De l'eau, c'est de l'eau. Régis parvient à la frontière entre le Mali et le Niger. Il cherche un passage dans ces rochers. Les chameaux sont inquiets, comme toujours lorsqu'ils ne voient plus l'horizon. Et viens. Azaref. Viens, monte. Il a peur. Viens, Azaref. Ce matin, Régis a enfin franchi la frontière. Elle est délimitée par cette barrière rocheuse surplombant l'oued de l'Azawag. Après un passage particulièrement difficile, il arrive sur le territoire nigérien. Aujourd'hui, c'est mon 100e jour de marche. Voilà la merde dans laquelle j'évolue. C'est des morceaux de schiste relativement anciens, détachés il y a fort longtemps des montagnes environnantes qui ont été amenées par l'eau aux époques humides et éclatées par la suite au soleil, donc ça fait des arêtes très très tranchantes. C'est des cailloux de merde qui me pompent l'air, qui découpent les pieds de mes chameaux. Et putain, et on n'avance pas. J'ai mon chameau qui s'est blessé. Alors je lui ai fait un chausson avec un peu de ficelle et un morceau de chambre à air. En fait, c'est la déloue. La déloue, c'était le récipient qui me servait à puiser l'eau dans les puits. Mais il est complètement... il a la sole qui est complètement usée. Et il a le pied qui est à sang. Le seul réconfort de la journée, c'est qu'il semble y avoir un petit peu d'herbe là-bas. Donc je pense que je vais poser le bivouac. Putain, j'ai rarement connu des journées de galère comme ça. On n'avance pas. Qu'est-ce que je fous dans ce merdier? Allez. Moi, ce que je redoute, c'est l'ivresse due à la fatigue, due à la déshydratation et perdre la notion du danger. Ça, c'est important. Il faut que je continue d'avoir peur. Il faut absolument que j'ai dans un coin de ma tête cette notion de peur. Continuer d'avoir peur, ça veut dire que l'esprit et le corps restent en alerte. Régis est sur un fil, il ne faut pas qu'il bascule. Ça, c'est des moments de grand bonheur dans le voyage, quand on tombe sur des gravures comme ça. On cherche sans arrêt la journée, mais la journée, on n'a pas le temps. Et
quand tu installes ton bivouac juste à côté de gravures rupestres comme ça, de cette ampleur, c'est... Là, maintenant, tu sais pourquoi tu es là, quoi. C'est beau. C'est beau. Traverser l'Aïr et arriver à la porte du Ténéré, ça représente la moitié du parcours. J'ai fait pas loin de 4000 bornes au lieu d'en faire 2800. Les mois sont passés, les jours se sont écoulés, les chaleurs vont revenir. Là, toutes les caravanes sont arrêtées dans le Ténéré. Plus personne ne traverse le Ténéré pour aller chercher le sel à Bilma. Là, il va faire trop chaud maintenant. Briquet. À Tablotte, le dernier village avant le Grand Ténéré, ils se réapprovisionnent. Ça, je vais te prendre 250, je vais te prendre 4 mesures. Attends, me donne pas la monnaie maintenant. Ça fait 3500 pour le riz. 3500, 250 000, ça fait 4500. Salam alaikum. La baisse. La baisse. Je te prends 1. Je t'en prends 4. 500 la carte, 4. 2000. Ça, c'est aîné. Hanna. C'est combien? Ça, là, c'est 100 francs. 100 francs? 100 francs. Celui-là, il s'appelle comment? Celui-là, c'est Azaref. Et l'autre, Abzan. Abzan. Ah, c'est magnifique. Régis doit emporter 130 litres d'eau et de la paille pour les chameaux. Il en a actuellement 2. Le premier a 1200 km dans les pattes et il n'est pas sûr de lui. Il faut qu'il en trouve un 3e. Attends. Je veux voir, moi je veux le sentir, le chameau. Je veux pas. J'y revends mal, évidemment, comme je suis blanc et que souvent j'ai pas le temps. Ce que j'essaye de faire au maximum, c'est d'échanger. Non, ça j'en veux pas. J'en veux pas. J'ai pas le temps de le dresser, celui-là, il est trop nerveux. C'est un bon chameau, mais j'ai pas le temps. La difficulté que je rencontre, c'est qu'il n'y a plus assez de chameaux dans l'Aïr. Et j'ai beaucoup de mal à en trouver pour ma traversée, quoi. J'ai traversé des zones où les gens avaient tout perdu, quoi. Vraiment tout perdu. Et tous les chameaux qui restent sont partis au sud pour avoir des meilleurs pâturages. C'est bon. 230 000. Je pense que je vais prendre celui-là, Abdou. Il y a un puits là-bas? Non, c'est juste pour le temporaire. Donc les puits... C'est-à-dire, mais est-ce que s'il y a des éleveurs et qu'il y a du bétail... Les éleveurs, ils prennent de l'eau en creusant. À 30 km, 20 comme ça. D'accord. Donc ils prennent à Nougari. À Nougari, il y a de l'eau. Oui, mais cette année, l'an dernier, il n'a pas plu. Cette année, il y a vraiment ici, le seul puits actuel, ouais, dans la région. C'est au Fagadou. Avec ses oasis, ses jardins et ses oueds, le massif de l'Aïr passait pour un Éden dans le Sahara. Mais depuis quelques décennies, la sécheresse empire, le bétail meurt et les populations sahariennes sont trop souvent contraintes à une migration vers les villes.
Le chameau qu'il a trouvé à Tablotte est le plus résistant de tous ceux qu'il a vus dans la région. Mais il n'a pas encore l'expérience du voyage caravanier. Comment réagira-t-il en voyant les étendues infinies de sable qui les attendent dans le Ténéré ? Habitué au pâturage des zones rocheuses de l'Aïr, il devra se contenter désormais d'une maigre ration de paille desséchée. C'est impressionnant, ça c'est très très difficile à traverser. Ça. Tu vois, j'aurais pas dû monter, parce que là je vois ce qui m'attend dans les jours à venir. Et là, ça me fait peur, quand je vois cette masse de cailloux là, avec aucune tache verte à l'horizon. J'ai fait peut-être une découverte intéressante. Peut-être un morceau de météorite. Il y a deux choses qui pourraient me faire penser à une météorite. C'est qu'on dirait qu'il y a une espèce de croûte de fusion, comme si ça avait été travaillé par l'homme, alors que ça ne l'est pas. Et il y a surtout une cristallisation anarchique dessus, qui ne correspond pas à une cristallisation filonienne, comme on peut trouver ici. Donc je ne sais pas, je vais ramener ce morceau au muséum et puis le faire analyser. Donc là, c'est le dernier puits avant 150 km. Dans le Sahara, on ne refuse jamais de donner de l'eau à un homme. C'est la solidarité. Mais parfois, quand le niveau des puits est trop bas, on peut refuser d'abreuver les animaux. Souvent, on m'a offert de l'eau. On m'a rempli mes petits bidons, ce qu'ils pouvaient, tu vois. Et puis en échange, j'ai donné du sucre et du thé. C'est un échange, quoi. C'est le commerce saharien. Salam alaikum. Trentaine de mètres quand même. J'en ai eu un à 105 mètres. Et là, c'est des puits où il faut impérativement le matériel, quoi. C'est-à-dire la longueur de corde, le chameau pour tirer. Parce que là, on ne s'amuse pas à remonter des outres de 20 litres, quoi. C'est des outres de 50 litres. Au puits d'Akareb, quelques familles touaregs mènent une vie pastorale. Elles l'aident à remplir ses réserves d'eau avant l'éprouvante traversée qui l'attend. Régis gardera en mémoire ses sourires et ses visages, les derniers qu'il verra avant plusieurs semaines.
Parfois, Régis monte sur le dos d'Azarev pour quelques heures en fin de journée lorsqu'il se sent trop fatigué. Mais il doit le ménager pour éviter de l'épuiser inutilement. Hé, hé! Chaque chose a toujours une double utilité. Tout est exploité au maximum en fait. Tu te sers des crottes pour faire le feu, tu te sers des crottes pour faire les coussins. C'est apprendre à exploiter au maximum un environnement qui est très très pauvre. Régis profite du bivouac pour préparer la provision qu'il donnera aux chameaux quand, dans le Ténéré, ils ne trouveront plus rien à manger par eux-mêmes. Au repos, un chameau peut passer 3 à 4 mois sans boire, mais avec les efforts quotidiens qu'ils fournissent, il se déshydrate rapidement. L'important, c'est de partir avant le lever du soleil pour abattre au plus tôt les premiers kilomètres de la journée avant l'étouffante chaleur. Proverbe touareg qui dit que quand il n'y a plus de force, il reste encore le courage pour combattre. Il y a des fois, je réfléchis et je me dis, il faut que tu te fixes un but plus près pour t'arrêter, parce que si tu t'arrêtes pas, tu vas y rester, quoi. Donc je me dis, allez, on va essayer d'aller au Tchad. Partir d'un océan que tu laisses dans ton dos et d'arriver à un océan que tu vas prendre en pleine face. Enfin, à une autre mer que tu prends en pleine face. C'est ça qui est beau, c'est qu'il n'y a rien au bout du chemin. Il n'y a rien du tout. Dans ma tête, là, il y a le vide. Oh. J'attends, j'écoute les herbes. Et quand j'entends les herbes s'agiter, il y a un courant d'air qui va arriver. Et je l'attends. On arrive au mois de mars, là, et la chaleur commence. Il y a un vent qui s'appelle l'harmattan qui va commencer à souffler. J'attends que j'ai de l'ombre, de l'eau et de la nourriture. Je peux continuer d'avancer, mais c'est eux qui vont être en restriction totale. C'est le pire endroit, le Ténéré, c'est un no man's land total, quoi. C'est un territoire qu'il faut traverser au plus vite. C'est un territoire de mort, comme toutes les zones hyperarides du Sahara, quoi. En préparant, j'ai rencontré des chefs de tribus qui m'ont garanti une sécurité en traversant leur territoire. Dans le Ténéré, il n'y a personne. Il n'y a pas de loi dans le Ténéré, il n'y a aucune loi. C'est la loi du plus fort. Il y a une immigration clandestine qui remonte sur la Libye avec des camions qui tombent en panne. J'imagine, si je tombe sur 30 gus qui sont à court d'eau, qui sont à court de nourriture, qui sont en panne au milieu du désert, si je tombe dessus, je suis dépouillé, quoi, dépouillé. Je suis arrivé comme un âne dans le Ténéré, en sortant de l'Aïr où j'avais un pas dans les cailloux assez rythmé pour abattre des kilomètres. Et là, en fait, la transition s'est faite en 2 heures. En 2 heures, les montagnes se sont complètement effacées. Je suis arrivé dans la plaine du Ténéré.
à la même vitesse. Le sable domine. Régis s'épuise. La première partie de la traversée du Ténéré se fait en suivant des panneaux kilométriques qui balisent la piste. Précieux repère pour le voyageur solitaire. Ah putain, elle est chaude. Pour l'esprit, c'est très déstabilisant de ne pas avoir de repères visuels. Et donc les repères, il faut les chercher. Il faut les chercher à l'intérieur de soi, dans l'ombre de tes pas, dans l'ombre de tes chameaux. Je suis en train de lui mettre un mélange de natron et de tabac pour que ça descende dans sa gorge par le nez. Ce qui va lui donner un peu de pêche. Le problème, c'est que ce chameau est malade. C'est-à-dire qu'il a le sang qui s'est un peu épaissi et il risque de mourir s'il continue à faire des efforts comme ça. C'est quand même un chameau qui a 1300 km dans les pattes et j'en ai besoin et je suis pas sûr qu'il puisse traverser le Ténéré. C'est un peu celui qui me motive aussi tous les matins, quand je vois sa bonne tête, sa stature, sa force. Ça me donne du courage. Si Régis l'abandonne ici, loin de tout pâturage, c'est la mort assurée. Il faut garder à l'esprit que c'est pas toi qui traverses le désert, c'est tes chameaux qui traversent le désert. Eux sont plus importants que toi. Il faut toujours avoir ça à l'esprit si tu veux pouvoir compter sur eux et puis avancer. Là, ça me rappelle des souvenirs, cette platitude. Ça me rappelle le Mérillé, à la frontière malienne-mauritanienne. Et donc, ces souvenirs m'excitent parce que c'était extrêmement difficile. Mais en même temps, la peur, La peur parce que là, je vais tout droit sur un puits et je ne sais pas s'il y a de l'eau. C'est un puits qui s'ensable très vite et s'il n'est pas entretenu, il n'y a pas d'eau. Et le prochain puits, il est 200 km plus loin. Là, ce qui domine dans mes pensées, c'est atteindre un point d'eau. Faire demi-tour, maintenant, c'est trop tard. Je suis aussi loin d'un côté que de l'autre, donc mieux vaut avancer. Régis arrive au puits de l'Arbre du Ténéré. Par chance, il n'est pas ensablé, mais il faut puiser l'eau à 40 mètres de profondeur. Regarde, ils sont en train d'attaquer mes chameaux. Oh, il faut dégager d'ici. Mais ça sort d'où cette invasion? Putain, ils sont envahis par les tiques. C'est fou, j'ai jamais vu ça. Putain, ils veulent pas se coucher parce qu'il y a trop de tiques ici. Putain, mais c'est une merde ce puits! Plus de 30 fois, il a dû remonter l'outre de 20 litres pour étancher la soif des chameaux et la sienne.
En quittant ce puits, Régis sait qu'il lui faudra parcourir au moins 180 km avant de trouver le prochain. Avec les 90 litres d'eau qu'il embarque, il a de quoi tenir 2 semaines. Il veut finir la traversée du Ténéré au plus vite. Il donnera à boire aux chameaux en 2 fois pour qu'ils prennent une quantité maximum d'eau avant le départ. Plus le temps passe, moi j'ai envie de prendre de risques. Mais ça c'est pas parce que je m'assagis, hein, c'est parce que je suis épuisé et puis je sais que je ne serai pas capable du même type d'effort que ce que j'aurais pu faire il y a 2 mois en arrière, si jamais il y a un problème. Au contact des nomades, Régis a appris une chose. Quand on a un problème dans le désert, on s'arrête, on fait un thé et après on réfléchit. L'équipe de tournage quitte Régis, le rendant à sa solitude. Il fait chaud, il fait 44 degrés à l'ombre sous cette couverture. Et j'en peux plus. J'ai fait 20 km avant la grosse chaleur. Le prochain point d'eau, il est à 150 km. À Fachy. « 126e jour de marche. La tempête se lève. Régis ne voit plus aucun relief au-delà de 100 mètres. Il rebrousse chemin face à des murs de sable, s'épuise et ses réserves d'eau diminuent. Il décide de s'arrêter en attendant que le vent se calme. Pour se protéger de la déshydratation, il s'enterre dans le sable. La tempête ne faiblit pas depuis 2 jours. Et là, c'est trop dur, quoi. Je suis dans le Ténéré. J'ai déclenché les secours ce matin. Ce matin à 8h30, je crois. Et ils vont arriver d'ici 24 heures. Voilà, j'ai les yeux irrités. J'ai donné toute la paille aux chameaux. Ils seront là. Si je vais plus loin, j'ai peur d'y rester par épuisement. Voilà. Je regrette rien. Je regrette rien, ça a été difficile. Ça a été long, mais ça a été beau. L'équipe se trouvait encore à Agadez. Elle organise les secours. Il lui faudra 24 heures pour rejoindre Régis. Une piste périlleuse et au milieu de la nuit, une lampe qui clignote.
Cette tempête de sable a privé Régis de toute visibilité au moment de franchir un cordon dunaire. Il se trouvait encore à une centaine de kilomètres du prochain puits. Cherchant en vain des passages pour ses chameaux, il s'est épuisé. Cet effort supplémentaire a aggravé sa déshydratation. Incapacité à se tenir debout, fièvre, vomissements, confusion mentale en ont été les symptômes. Les conditions climatiques exceptionnellement chaudes et son affaiblissement physiologique ont eu raison de sa détermination. Pour autant, cette expérience ne l'a pas découragé. Il affrontera à nouveau ces milieux sahariens en solitaire. Il s'y prépare déjà.